Bonjour à tous. Donc, je vois que pratiquement tout le monde est installé. Bonjour aux personnes qui nous regardent en live sur Internet. Donc, bienvenue à BIG, bienvenue à ce masterclass Transmettre pour progresser. Je suis Emmanuel Denoulet, je suis investisseur chez BPI France. Je suis spécialiste des entreprises familiales. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Valérie Tandon de Marsac. Alors Valérie Tandon de Marsac est une avocate, une conseil spécialiste des entreprises familiales. Elle a publié de nombreux ouvrages sur ce thème, sur ces entreprises. Elle a également effectué une thèse spécifique sur ce monde passionnant des entreprises familiales. Donc nous nous réunissons aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelle chez BPI France notre trésor national, c'est les entreprises familiales. Un trésor national important puisqu'elle représente en France 80% des entreprises, donc ça explique le poids de ces entreprises dans l'économie et pourquoi elles sont importantes. On a choisi aujourd'hui de vous parler de transmission parce que c'est un thème vraiment crucial, c'était même un thème sociétal. Comme en atteste notre dernière étude de BPI France Le Lab, qui est dédiée aux entreprises familiales et qui fait un point effectivement sur ce sujet qui n'est malheureusement pas traité suffisamment tôt. On en veut pour preuve les 20 000 entreprises qui disparaissent par an à cause effectivement d'une transmission qui n'est pas effectuée. Et si beaucoup d'entrepreneurs familiaux aujourd'hui, et ils sont nombreux comme on a dit, souhaitent transmettre, dans les faits malheureusement, un quart des dirigeants par exemple aujourd'hui ont plus de 60 ans, la moitié des 60-70 ans n'ont rien prévu et les plus de 70 ans sont plus d'un tiers à n'avoir rien prévu. Donc malheureusement à un moment la transmission est automatique et elle se termine parfois effectivement par la disparition d'entreprises. Et on constate qu'en France, effectivement, le passage à la deuxième génération, qui est souvent souhaité, ne se fait pas. Seulement 2 fois sur 10 chez les entreprises françaises, alors que nos voisins transalpins, par exemple, c'est 8 sur 10. Et les Allemands, c'est 5 sur 10. Voilà, donc, mais il n'y a pas de fatalité, tout ça se prépare. Donc on est là pour en débattre aujourd'hui. Donc avec Valérie, aujourd'hui, on va essayer de vous dépeindre ce qu'est la transmission, en quoi elle permet de progresser et vous donner quelques bonnes recettes pour comprendre comment y arriver. On gardera quelques minutes à la fin pour les questions, naturellement. On va commencer en fait par prendre un petit peu de recul sur la transmission parce que la transmission est liée à un triptyque qu'on appelle la gouvernance, stratégie, transmission. Donc il n'y a pas de transmission en fait sans ces 2 autres termes. Donc on va faire un focus effectivement sur ces différentes parties. Alors Valérie, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne une entreprise familiale? Alors, déjà pour la comprendre. Bon, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous et très heureuse que vous soyez là pour partager avec nous ces quelques propos sur les entreprises familiales. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale? C'est une question qui est difficile à résoudre parce que quand on s'intéresse aux entreprises du point de vue statistique, on regarde le nombre d'employés qu'elles ont, on regarde les secteurs d'activité dans lesquels elles sont actives, on regarde tout un tas de choses, mais certainement pas l'actionnariat. Or, ce qui caractérise les entreprises familiales, c'est évidemment, ça tombe sous le sens, d'abord un actionnariat qualifié de familial. Mais là aussi, on a une autre difficulté, c'est que qu'est-ce que c'est que la famille? À quel moment est-ce qu'on considère qu'une entreprise est familiale, etc., etc. Donc il y a beaucoup de... Le titre de cette slide, c'est « Éclairer la controverse ». En fait, il y a presque une centaine de définitions différentes qui existent sur les entreprises familiales. Chacun y va de sa définition, y compris la Commission européenne. Et moi, dans le cadre de mon travail de thèse, finalement, j'ai proposé une définition qui est fondée sur ce que j'ai appelé le modèle des 3 C, qui est un peu par référence à un modèle qui est souvent utilisé pour décrire les entreprises familiales, qui est le modèle des 3 cercles. Cercle de la famille, cercle de l'entreprise, cercle des actionnaires. Et moi, j'ai un petit peu transformé ça pour dire, mais en fond, une entreprise familiale ne peut exister qu'à partir du moment où 3 facteurs sont réunis. Et ces 3 facteurs, c'est le contrôle,
la continuité et ce qu'on appelle le capital familial. Alors, je vais détailler rapidement chacun d'entre eux. Le contrôle, c'est la capacité à contrôler le capital de l'entreprise, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va au-delà de la détention d'une part majoritaire du capital, parce que ça peut aussi inclure la capacité à nommer les dirigeants ou à diriger directement l'entreprise. Il y a beaucoup de manières en fait d'exercer le contrôle et là aussi il n'y a pas vraiment de définition mathématique qui soit pertinente, même si souvent on dit que par exemple quand on a plus de 51% du capital d'une entreprise non coté, on peut considérer qu'on en exerce le contrôle et que ce pourcentage tombe généralement à 25% pour les entreprises cotées. Mais en fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas un critère arithmétique. C'est surtout la volonté qu'ont les actionnaires d'influencer la gestion de l'entreprise, que ce soit à travers les décisions long terme stratégiques d'actionnaires ou tout simplement parce qu'ils exercent une fonction de direction. Et on va le voir de façon plus détaillée. Évidemment, l'enjeu ici, c'est d'organiser non seulement la gouvernance entre les actionnaires de l'entreprise, mais aussi la gouvernance au sein de la famille. Parce que quand une entreprise Emmanuel disait tout à l'heure, la transmission, c'est automatique. C'est vrai que même quand une entreprise appartient à 100% à son dirigeant, par exemple son dirigeant fondateur, ce qui est le cas de beaucoup de patrons de PME, eh bien, s'il ne fait rien, le capital, qui est un élément de son patrimoine, sera transmis à ses enfants par le biais des lois successorales, pas seulement, j'allais dire françaises, mais pas seulement, dans le monde entier. Donc, c'est très important quand on prépare une transmission de penser à associer la famille, même si elle n'est pas encore actionnaire, tout simplement parce qu'elle a vocation à le devenir par le jeu des successions et par le fait que le capital est un élément du patrimoine du chef d'entreprise. Souvent d'ailleurs, l'élément essentiel de son patrimoine. Donc ça, c'est le premier point. Et là, on va revenir en détail sur qu'est-ce qu'on entend par gouvernance, aussi bien du côté de l'entreprise que du côté de la famille. Le deuxième point très important, c'est le deuxième C, c'est le C de continuité. Ce qui caractérise vraiment les entreprises familiales, c'est l'orientation long terme et la volonté de pérenniser l'entreprise. Et ça, évidemment, ça va de pair avec la nécessité d'anticiper la transmission, puisque, en fait, cette pérennité, elle se déploie en général au-delà de la vie du chef d'entreprise. Alors, on peut avoir toutes sortes de configurations, mais je pense que, et souvent, en fait, cette orientation long terme, elle apparaît. Elle n'est pas nécessairement présente au moment de la création de l'entreprise, mais elle peut apparaître plus tard. Si on prend le profil de l'entrepreneur ou du start-upper d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai que quand il crée sa start-up, il n'a pas forcément vocation à en assurer la pérennité à long terme, mais quand il atteint une cinquantaine d'années, là, il va commencer à voir les choses différemment. Donc, c'est quelque chose qui évolue tout au long de la vie de l'entreprise, mais ça va de pair avec la volonté d'anticiper la transmission pour pérenniser le contrôle du capital en le laissant entre les mains d'un actionnaire majoritaire qui a la volonté d'exercer une influence sur la direction et la stratégie, bien sûr, de l'entreprise. Et puis le dernier C, c'est ce qu'on appelle le capital, enfin ce que j'ai appelé le capital familial, qui est une mauvaise traduction d'un terme anglo-saxon qui est le familyness. Et le familyness, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui a été créée par la recherche notamment nord-américaine pour caractériser les entreprises familiales, qui est définie comme un surcroît de capital social. Mais capital social au sens un peu sociologique du terme, c'est-à-dire au sens des ressources. C'est-à-dire qu'on considère que la spécificité des entreprises familiales, c'est qu'elles sont des ressources qui sont, le terme consacré, c'est idiosyncratique. Ça veut dire qu'ils sont uniques, spécifiques, et spécifiques à chaque ensemble formé par une famille et une entreprise. C'est ça qui fait leur spécificité.
et qui leur permet de se déployer avec des business models qui sont très souvent marqués à la fois par l'innovation, mais aussi par des positionnements stratégiques particuliers. On les appelle souvent les champions cachés de l'économie, parce que souvent, ces entreprises sont leaders sur des marchés de niche. C'est un positionnement qu'affectionnent souvent les entreprises familiales. Elles se déploient en profondeur sur des marchés de niche, et ce qui explique aussi qu'elles soient très souvent présentes à l'international. Vous avez des exemples, Babolat est un exemple assez connu pour les raquettes de tennis, par exemple. C'est une entreprise familiale qui s'est développée au début avec... et on verra plus tard, ce qui est intéressant, c'est que avec la transmission au fil des générations, donc la continuité, le deuxième C, ce capital familial, il se transforme grâce aux ressources qu'il permet de mettre à la disposition de la famille. Pour dire les choses autrement, à chaque génération, pour assurer la continuité, est obligé de se réapproprier le business model et en quelque sorte de le réinventer. Si je reprends l'exemple de Babolat, au début, c'était en fait l'utilisation d'un certain matériau pour les cordes de raquettes de tennis. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque en fait, on incorpore des mécanismes de, je ne dis pas d'intelligence artificielle, mais en tout cas de numérique, qui permettent d'analyser le geste du joueur de tennis et d'améliorer sa performance, par exemple. On reviendra plus tard sur des exemples, voilà. d'autres exemples. On en donnera d'autres plus tard, un petit peu plus tard. Alors la gouvernance, Valérie, c'est un mot un petit peu compliqué. On ne sait pas trop ce que ça recouvre. En fait. Est-ce que tu peux nous expliquer les dimensions de cette la gouvernance, moi je dis souvent, c'est un mot valise en fait, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de gouvernance. Est-ce qu'on parle de conseil d'administration, d'administrateur indépendant au conseil d'administration? Enfin, de quoi on parle finalement? C'est assez nébuleux. Donc, pour clarifier, je vous fais un schéma qui a l'air nébuleux comme ça, mais qui, quand on le décortique, finalement, permet d'y voir un peu plus clair. Je reviens sur le modèle des 3 cercles dont je parlais tout à l'heure, qui est souvent utilisé pour caractériser les entreprises familiales, par référence auquel j'ai proposé ce fameux modèle des 3 C, continuité, contrôle, capital familial. Donc, une entreprise familiale, c'est une famille, une entreprise et des actionnaires. Et en fonction de la place que les différents protagonistes occupent dans ces 3 cercles, ils ont des préoccupations qui vont être différentes. Et ça s'exprime notamment par des préoccupations en matière de stratégie. C'est un petit peu les petites cibles que j'ai mis sur ce schéma. Par exemple, au niveau de la famille, la stratégie, elle est essentiellement patrimoniale. Souvent, l'entreprise familiale, c'est l'essentiel du patrimoine du chef d'entreprise et ou, par extension, de la famille. Donc, la stratégie, au fond, d'une certaine manière, on peut dire que on la caractérise souvent d'ailleurs par un couple prudence. On parle souvent de prudence patrimoniale. Quand c'est l'essentiel du patrimoine, évidemment, on est prudent et on est orienté long terme. Du point de vue des actionnaires, la stratégie, elle est plutôt actionnariale. L'actionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est un investisseur. Il a mis de l'argent à disposition de la société pour lui permettre de déployer un projet stratégique. Mais normalement, ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, il devrait raisonner comme un investisseur en ayant en tête un couple risque-rentabilité. J'investis dans une entreprise par rapport à un risque que je juge acceptable pour moi, mais j'en attends une certaine rentabilité. Et puis, du point de vue de l'entreprise, donc là aussi, on est probablement dans des logiques peut-être pas d'aussi long terme que la famille, parce qu'on ne parle pas de génération en génération, mais on parle quand même d'un horizon d'investissement long terme, c'est-à-dire au moins 5-7 ans, parfois plus. La stratégie opérationnelle, en revanche, elle est beaucoup plus court terme. Quand on est sur le cercle de l'entreprise et de ceux qui dirigent l'entreprise, ils ont des préoccupations qui sont plus opérationnelles. Et ce n'est pas exactement la même temporalité. Maintenant, si on revient à la question de qu'est-ce que c'est que la gouvernance, la gouvernance, en fait, c'est l'articulation des 3 pouvoirs qui correspondent à chacun de ces 3 cercles. On peut dire que le pouvoir des actionnaires familiaux, et c'est un peu pour ça que c'est à cheval sur la famille et les actionnaires, c'est la propriété du capital. Hein. Les actionnaires, ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise comme on l'entend parfois, ils ne sont propriétaires que du capital qu'ils mettent à la disposition de l'entreprise pour accomplir le projet qui est déployé par les opérationnels. Ensuite, il y a évidemment le pouvoir de direction qui, lui, est du côté de l'entreprise, qui est du côté des dirigeants de l'entreprise. Et puis, il y a
le pouvoir que les actionnaires délèguent à une instance de gouvernance, le pouvoir de contrôle. En fait, les actionnaires, ils vont exercer un contrôle sur l'action des dirigeants, notamment pour vérifier que leur action est conforme au couple risque-rentabilité dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne va pas prendre des risques excessifs par rapport à l'investissement qu'ils ont fait et que la rentabilité est bien là. Et ce contrôle, en général, il s'exerce à travers des instances de gouvernance qui sont, comme vous connaissez tous, qui sont les conseils d'administration, les conseils de surveillance, ou aujourd'hui des comités ad hoc, comités stratégiques, comités, etc., puisqu'il y a plein de noms, advisory board, enfin, ça prend plein d'appellations possibles. Mais ce qui complique la gouvernance dans les entreprises familiales, c'est que souvent, cette instance de contrôle, elle n'existe pas. Et qu'il y a, et non seulement ça, donc il n'y a pas de gouvernance en termes, il n'y a pas une gouvernance suffisamment mature, puisqu'il n'y a pas d'instance de contrôle. Et en plus, souvent, mais pas toujours, mais souvent, les personnes qui exercent le pouvoir de direction sont aussi les personnes qui sont actionnaires de l'entreprise. Donc la particularité et la difficulté de la gouvernance dans les entreprises familiales, elle tient à, l'absence fréquente, pas toujours, mais fréquente, d'une instance de gouvernance qui exerce le contrôle. Et elle tient aussi à une confusion entre ceux qui exercent le pouvoir de direction et ceux qui sont propriétaires du capital. Et ça, c'est très important parce que du point de vue de la transmission, ça va induire pas mal de confusions possibles. Et notamment, la confusion la plus fréquente, je crois, c'est l'idée que quand on transmet une entreprise, on transmet en même temps et de la même manière la direction et la propriété du capital. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Nommer des dirigeants, ça doit se faire par rapport à l'intérêt social, c'est-à-dire qu'on doit nommer des personnes qui sont compétentes pour déployer le projet opérationnel, qu'ils soient des membres de la famille ou pas. Et transmettre le capital, c'est un sujet technique, de droit civil. C'est pour ça que j'ai mis une diagonale au milieu, parce que c'est un élément du patrimoine du chef d'entreprise ou de la famille actionnaire quand l'entreprise a déjà été transmise, qui est régie par des lois successorales particulières sur lesquelles je vais revenir un tout petit peu. Et après, j'ai mis en dernier sur ce schéma les instruments, les outils qui permettent d'organiser la gouvernance. Du point de vue de la société, ce qui organise la vie sociale, ce sont évidemment les statuts. La personne morale, le droit, il connaît que les personnes. Il connaît les personnes physiques, les personnes morales. Une société, c'est d'abord une personne morale. Et cette personne morale, elle vit et elle existe parce qu'elle a des statuts qui sont enregistrés. C'est pour ça qu'il y a la petite image du greffe du tribunal de commerce pour lui donner une existence publique. Et puis ensuite, il y a évidemment du point de vue de la famille, il peut y avoir d'autres écrits qui ne sont pas dans le champ du droit des sociétés, qui sont des écrits purement privés, qu'on appelle parfois des chartes familiales. Et puis entre les deux, on peut aussi avoir évidemment des pactes d'actionnaires qui décrivent la manière dont les actionnaires souhaitent s'organiser pour interagir entre eux du point de vue de la détention des actions qui composent le capital de l'entreprise et du point de vue de l'exercice du pouvoir de direction. Donc voilà un petit peu en synthèse. Donc une bonne pratique, Valérie, pour résumer, c'est d'instaurer une dualité entre l'entreprise et la famille et ensuite entre l'exécutif et le non-exécutif, c'est-à-dire les dirigeants et les gens qui accompagnent au sein d'organes Tout à fait. Je pense que même la bonne pratique la plus importante, à mon avis, c'est la clé à retenir, c'est décrypter la gouvernance de l'entreprise au vu de ce triptyque, c'est-à-dire qui est propriétaire du capital, qui exerce le pouvoir de direction et existe-t-il ou non une instance de contrôle. C'est ça, en fait, le triptyque très important à avoir en tête pour faire l'état des lieux de la gouvernance dans l'entreprise et constater les manquements. C'est vrai que l'instance de contrôle, elle n'est pas toujours obligatoire, mais il y a des circonstances dans lesquelles il y a trop de confusion entre ce qui relève de la casquette de l'actionnaire et ce qui relève de la casquette de la direction opérationnelle. Et là, ça vaut la peine d'introduire une instance de direction qui va d'ailleurs contribuer à d'autres sujets, rompre la solitude du dirigeant, etc. etc. Alors, en quoi la mise en place de ces outils-là permet de mieux préparer la transmission? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inscrites dans ces chartes
Alors, ces paquets d'actionnaires? Alors, la charte, elle va viser plusieurs objectifs. Enfin, moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, j'interviens auprès des chefs d'entreprise pour les aider à anticiper la transmission. Parce que la clé d'une transmission réussie, c'est l'anticipation. Donc, et comment je fais? Eh bien, j'associe, pour les raisons que je viens d'expliquer, j'associe la famille en amont, que les enfants soient déjà actionnaires ou non. Et donc, on engage une réflexion sur quel est le projet de la famille pour l'entreprise. Qui souhaite être impliqué, qui souhaite ne pas être impliqué, qui a un appétit en fait pour conserver du capital dans l'entreprise qui n'en a pas, qui a un appétit pour diriger qui n'en a pas, etc., etc., etc. Donc c'est tout un processus qui passe par des réunions, une alternance de réunions collectives et d'entretiens individuels confidentiels et qui va déboucher sur un projet. Parce qu'en fait, ce que je cherche à faire dans ces entretiens et dans ces réunions collectives, c'est d'identifier ce que j'appelle le plus petit dénominateur commun d'un accord possible de tous. Et ça, c'est le socle sur lequel on va construire un projet. Et une fois qu'on a ce projet, je chiffre des scénarios. C'est-à-dire qu'en fait, on retient une hypothèse de valorisation de l'entreprise. Ça, c'est très important parce que souvent, comme c'est des sujets un peu anxiogènes, parce qu'en fait, on parle de quoi? On parle de la mort, on parle de l'argent et on parle de l'harmonie familiale. Donc, c'est quand même des sujets pas très faciles à aborder. Donc, en fait, la tendance, c'est de mettre tout ça sous le tapis en se disant on verra bien quand ça se produira. Non, en fait, il faut... Et donc, comme c'est anxiogène, en fait, les gens ont tendance à faire tourner des scénarios anxiogènes dans leur tête. Et alors, si c'est ça, et si c'est ça, et si c'est ça. Le meilleur moyen de dégonfler la bulle d'angoisse, c'est de poser des chiffres et de poser des scénarios. Donc moi, c'est ce que je fais. Évidemment, le premier scénario, c'est si vous ne faites rien, voilà comment ça va se passer. Et là, je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est très simple, parce que ça va vous coûter très cher en général. C'est automatique et cher. Voilà, c'est automatique et cher. Et, et ensuite, on pose les scénarios qui résultent du projet qui s'est dégagé après ces allers-et-retours entre des réunions collectives et puis des réunions individuelles. Et là, évidemment, on les chiffre aussi, ce qui permet à la fois de motiver tout le monde parce qu'on voit l'économie qu'on va réaliser en utilisant les outils dont je vais maintenant vous parler, et qui donne aussi de la clarté, parce que là, tout d'un coup, on a une vision, on sait vers quoi on va. Et souvent, moi, j'utilise la charte comme un protocole. Ça, c'est un peu mon background d'avocat M&A. C'est-à-dire que moi, je dis, bah voilà, on est ici aujourd'hui. Voilà notre objectif, c'est de transformer l'actionnariat de l'entreprise pour aller vers une autre configuration actionnariale. Et ça peut passer par une ouverture du capital, ça peut passer par la création d'un fonds de dotation, ça peut passer par plein de choses. Moi, j'essaie d'être le plus ouvert possible pour ne pas avoir justement le driver fiscal, et je vais y revenir, comme objectif, parce qu'en fait, c'est pas bon. Le driver, le vrai driver, le seul et l'unique driver, c'est le projet. Donc, les scénarios, ils s'adaptent à l'objectif du projet. Et l'objectif du projet, il résulte de l'objectif combiné de la famille et de ce qui est bon pour l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce que tout ça est sensible? Parce qu'en France, je vous ai dit à plusieurs reprises qu'on est dans le domaine, c'est le droit des successions qui s'applique. En France, on a un barème de droit d'enregistrement qui s'applique aux successions, qu'elles se fassent à titre de donation du vivant de ceux qui transmettent le capital ou qu'elles se fassent à leur décès par succession. C'est le même barème et c'est un barème qui gravit assez rapidement les tranches basses pour se situer très très vite dans des tranches hautes. Vous voyez qu'il y a une grosse tranche au milieu à 20% là, mais au-dessus de 550 000 euros, on est déjà à 30 et ça peut aller jusqu'à 45% d'impôt sur la valeur du capital qui est transmis. Au-delà d'1,8 million. Inutile de vous dire que quand on parle d'une entreprise, ça va très très vite. Alors bien sûr, il y a des abattements disponibles par parent et par enfant que vous connaissez sans doute tous. C'est par parent et par enfant, en fait, il y a 100 000 euros qui sont exonérés de droits. Ça ne va pas chercher très loin, sauf si on a 10 enfants. Enfin bon, mais c'est assez rare de nos jours. Et donc, en fait, on est très rapidement sur des sommes très importantes. Là, je vous ai fait un petit exemple théorique. Voilà, on voit que on est très rapidement dans des taux qui dépassent les 40%. Donc, évidemment,
comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, souvent l'entreprise, c'est l'essentiel du patrimoine et c'est un patrimoine qui est complètement illiquide. Donc si pour la transmettre, il faut vendre l'entreprise, on est un peu passé à côté de l'objectif. Donc le législateur a tout à fait conscience de ça et donc il y a des dispositifs qui ont été mis en place progressivement à partir des années 2000 notamment pour alléger le poids de ces droits de succession. Le plus connu ou le plus méconnu, je ne sais pas d'ailleurs, parce qu'en fait il est vraiment assez complexe à mettre en œuvre même s'il a l'air simple, c'est le pacte Dutreil qui consiste en fait à proposer aux actionnaires qui veulent transmettre une entreprise de signer ensemble un pacte au terme duquel ils s'engagent à conserver les actions pendant une durée, je ne rentre pas dans les détails, globale de 6 ans. Et en contrepartie de cet engagement de conservation dans la durée, ils bénéficient d'une exonération de 75% qui s'applique à l'assiette sur laquelle on calcule les droits. Donc là, je vais vous montrer un petit calcul rapide. Vous allez voir assez rapidement que ça permet pratiquement de diminuer. Bon, là déjà, vous diminuez en fait des 3/4 en fait les droits, mais si vous le combinez à d'autres mécanismes qui sont très fréquemment utilisés, vous allez arriver à pratiquement diviser par 10. Et les autres mécanismes très fréquemment utilisés, c'est pour l'essentiel le démembrement de propriété. Les actions d'une entreprise, dont je vous ai dit on est propriétaire du capital et ce capital il est subdivisé en actions ou parts sociales, c'est la même chose, ou titres, c'est la même chose. Et ce droit de propriété peut être démembré en l'usufruit, qui est le droit, ça vient du latin, hein, user du droit de jouir en fait du droit de disposer des actions. Et d'en toucher les fruits. Les fruits, quand il s'agit d'actions, c'est les dividendes pour l'essentiel. Et la nue propriété, les latins disaient l'abusus, qui est le droit de vendre la part de capital qui correspond à l'action. Et c'est intéressant d'utiliser ce mécanisme parce que fiscalement, on a un barème qui évalue la valeur respective de la nue propriété et de l'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier, selon le barème qui est reproduit sur cette slide. Donc si on fait une transmission avant 61 ans révolus, c'est le milieu du tableau, eh bien on bénéficie là encore d'un abattement de 50% parce que en fait, on va transmettre en général la nue propriété, ce qui permet à celui qui transmet de garder les revenus correspondant aux dividendes. C'est en général dans ce sens-là qu'on le fait. Et comme on est avant 61 ans, dans l'hypothèse que je prends, eh bien, on aura un abattement de 50%. Donc là, je vous donne un exemple. Le pacte Dutreil, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est vraiment compliqué, mais si vous avez des questions, vous les poserez après. On peut le faire aussi avec des gens qui ne sont pas de notre famille. Ah oui, le pacte Dutreil n'est pas réservé aux familiaux. Hein. On peut le faire, par exemple, pour des cliniques. Moi, je l'ai déjà vu pour des cliniques, pour des sociétés, des professions libérales, pour des exploitations agricoles aussi. Enfin, le pacte Dutreil, effectivement, c'est bien de le préciser, n'est pas réservé aux transmissions familiales. Et ça fait de la France quand même un paradis fiscal en la matière. Ça fait oui, on peut dire. Si on l'utilise. Si on l'utilise. Alors, moi, je sais que je me prononce avec précaution là-dessus parce que je me suis fait quelquefois engueuler. Je ne sais pas quel est le terme, parce que j'avais dit ça et on m'a rétorqué que ça dépendait des montants en cause. Bon, c'est sûr que si vous transmettez une PME de 10 millions ou de 30 millions, on n'est pas sur des montants astronomiques. Si vous parlez d'ETI qui valent plusieurs centaines de millions d'euros, même avec le pacte Dutreil, on est encore sur des montants conséquents qui nécessitent d'être financés en faisant appel aux ressources de l'entreprise et à des montages financiers plus complexes. Donc, il faut relativiser. Mais ça reste plus intéressant que dans d'autres pays. Donc ici, la logique du truc, c'est... Vous avez la colonne de gauche qui reprend le calcul que j'ai fait tout à l'heure. En l'absence d'anticipation, vous êtes pratiquement, j'ai pris l'hypothèse d'un abattement de 100 000 euros, hein, et vous êtes pratiquement à 42% de droits, puisque pour transmettre 10 millions, vous payez plus de 4 millions. Ici, j'ai pris l'hypothèse, j'ai pris deux hypothèses. Je commence par la colonne de droite. Transmission en nue propriété avant 70 ans avec Dutreil. Donc on est toujours sur 10 millions parce que ce que j'ai pas dit, ce que j'ai oublié de dire, mais qui est un détail extrêmement important, c'est que quand on transmet la nue propriété, celui qui transmet conserve ce qu'on appelle l'usufruit viager, c'est-à-dire qu'il reste usufruitier jusqu'à sa mort. Et à sa mort, l'usufruit est automatiquement remembré avec la nue propriété, de sorte que
celui qui a bénéficié du transfert de la nue propriété se retrouve plein propriétaire des actions sans aucune fiscalité supplémentaire. Évidemment, le point, c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc là, c'est pour ça que je mets dans la case du haut de la colonne de droite, je mets toujours 10 millions, parce qu'à la fin, au décès de celui qui a transmis, celui qui a bénéficié de la transmission va bien se retrouver avec entre les mains une valeur de 10 millions, même si, durant la vie de l'usufruitier viager, il n'aura que la nue propriété. Donc là, on applique l'abattement de 75% pour le Dutreil. J'ai pris une hypothèse de quelqu'un qui avait 70 ans, donc en fait la nue propriété vaut non pas 50 comme je vous ai tout à l'heure, mais par application du barème 60%. Donc la base d'imposition c'est 1,4 million. Et là, par application du barème, on tombe à 412 000 euros. Donc évidemment, c'est plus du tout la même chose puisque ça correspond à 4,13% des 10 millions qui, in fine, seront transmis aux bénéficiaires de la transmission. Et la colonne du milieu montre autre chose, c'est qu'on peut arriver au même résultat arithmétique, c'est-à-dire à des frais de transmission qui sont de l'ordre de 4%, en transmettant la pleine propriété avant 70 ans, parce que si on transmet la pleine propriété avant 70 ans, il y a une réduction de droits, ce n'est pas un abattement, c'est une réduction de droits, c'est pour ça qu'elle est dans la colonne qui réduction de droits, dans la ligne réduction de droits, l'avant-dernière ligne, de 50%. Donc, arithmétiquement, on arrive au même résultat, mais évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, parce que si on transmet la pleine propriété, on s'est complètement dépossédé de son vivant, de toutes les parts de l'entreprise, alors que si on transmet la nue propriété, on conserve jusqu'à sa mort l'usufruit, c'est-à-dire essentiellement deux choses, le droit de décider de l'affectation du résultat, et seulement celui-là, pas d'autres droits. Donc il faut organiser la gouvernance justement, et le droit de bénéficier des dividendes. Voilà. C'est pour ça que souvent on utilise en fait ce mécanisme. Après, quels sont les écueils susceptibles d'entraver la transmission? Évidemment, c'est la psychologie. Alors on en parle rarement, pourtant c'est essentiel. La première, évidemment, c'est que le dirigeant, en fait, il est très souvent, surtout si c'est le fondateur, il est souvent un peu identifié à son entreprise. Donc, il a beaucoup de difficultés à lâcher les rênes. La deuxième difficulté, c'est la cohabitation intergénérationnelle pendant la période intermédiaire. La troisième, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est que la génération qui reprend peut se trouver un peu empêtrée psychologiquement entre la volonté d'être à la hauteur des attentes qu'on place sur lui et la conviction intime que ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est quand même assez compliqué à gérer. Il peut y avoir évidemment des désaccords sur qui va reprendre l'entreprise. Donc ça peut donner lieu à plein de conflits familiaux. Des horizons temporels divergents entre ceux qui travaillent dans l'entreprise, qui ont envie de réinvestir pour développer l'entreprise, et ceux qui n'y travaillent pas, qui sont plus intéressés par des dividendes au détriment des investissements. Ce que j'appelle des accords sur l'utilisation des flux financiers. Et puis évidemment, last but not least, il peut y avoir des accords sur la valorisation de l'entreprise. Ceux qui sortent, qui sont désireux de sortir, trouvent que ça vaut très très cher, et ceux qui sont désireux de rester trouvent que ça vaut pas cher du tout. Enfin, c'est le grand classique de ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter. Donc là, la méthode, et je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est commencer par rassembler toutes les personnes qui sont déjà actionnaires ou qui ont vocation à le devenir, faire ce que j'appelle un atelier de sensibilisation, leur expliquer tout ce que je viens de vous expliquer, mais on prend quand même une demi-journée parce que ça mérite plus ample développement, des entretiens individuels et confidentiels, le projet familial, et une fois qu'on a ce projet et qu'on a les scénarios, eh bien, en fait, on va les décrire dans ce que j'appelle une charte, un protocole, un accord familial, peu importe, un engagement familial. Question, Valérie, ce travail dure combien de temps? Extrêmement variable. Ça peut durer, je crois que le plus rapide que j'ai pu faire, c'est peut-être 3 mois, mais ça peut durer 2 ans, 3 ans, ça peut durer plus parce que souvent, ça aboutit à ce que j'appelle un plan de transition actionnariale qui peut se dérouler très bien sur 5 ans, 10 ans. Vous voyez, c'est en fait, puisque ça dépend vraiment des circonstances. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que à partir de 5, enfin voilà, ça peut durer même jusqu'à 10 ans, hein, la transition actionnariale. Il faut s'y prendre à quel âge alors? Parce que ça prend du temps apparemment. 50 ans. 50 ans? Ouais, c'est bien. Commencer à y penser à 50 ans. D'accord. Et en général, ça prend quoi? Une dizaine d'années alors pour que ça soit réalisé? Ça dépend du projet. Voilà, ça dépend du projet.
n'y a pas de règle, ça dépend du projet. En fait, l'idée, c'est justement de coller au plus près des attentes des personnes qui sont déjà actionnaires ou qui ont vocation à le devenir. C'est sûr que quand on a des entreprises où les enfants sont encore étudiants, on va plus être sur un horizon de 10 ans. Hein. Si on a des entreprises où ils ont déjà 60 ans, on va essayer d'être sur 3 mois. D'accélérer un peu. Voilà. Enfin, par exemple. Là, je dis, voilà. Donc on peut retenir qu'il faut anticiper et que si on anticipe, il y a des avantages fiscaux aussi par rapport à ça. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, si on anticipe bien et qu'on utilise bien tous les outils que je viens de vous décrire, et là, il faut absolument se faire aider de professionnels, bien entendu, et surtout, peut-être, on arrive donc à diviser par 10 le coût de la transmission. Mais, bémol par rapport à ça, la fiscalité ne doit pas être le driver, parce que ça conduit à faire des erreurs. C'est-à-dire, si on privilégie la fiscalité, on oublie la dimension projet. Et là, on fait des conneries. Voilà. Donc on a vu ce qu'était une entreprise familiale. Hein. On a vu les mots importants derrière la transmission, il y a la gouvernance. On a vu techniquement comment optimiser la chose. Mais on retient avant tout qu'il faut anticiper, qu'il ne faut pas mettre la fiscalité avant le projet. Exactement. On va peut-être repartir un petit peu sur le thème de la stratégie qu'on a évoqué Avant, au début. juste, je fais une petite parenthèse pour dire que dans la méthode, il y a aussi la petite vignette qui est à droite, qui est ce que j'appelle le gène organigramme, qui est une charte graphique normée que j'utilise et que vous avez déjà vu tout au long de ces slides, pour présenter une entreprise familiale. C'est une famille qu'on a l'habitude de représenter par un arbre généalogique et qu'on appelle en général aussi le génogramme, et qui est normé au plan international. C'est utilisé en médecine, sur psychologie transgénérationnelle, etc., etc. Les hommes, c'est des carrés, les femmes, c'est des ronds. On qualifie la nature des rapports entre soit les rapports juridiques, mariage, filiation, soit les rapports psychologiques, conflits, bonne entente entre les membres de la famille. Et moi, j'ai juste ajouté une charte graphique normée pour faire la couche organigramme, qui est la convention par laquelle on a l'habitude de représenter un groupe d'entreprises. Et donc moi, mes codes couleurs, c'est que l'entreprise c'est bleu, le capital c'est rouge et la famille c'est vert. Vous avez vu ça tout au long de mes slides. Donc ça sert à faire ton mapping Ça sert à faire un mapping et c'est très parlant. Hier, par exemple, moi j'avais une famille avec qui on travaille depuis un an. 4 branches qui ont des projets différents, qui ne voulaient pas se parler quand j'ai commencé la mission. Et hier, en fait, j'ai utilisé le gène organigramme pour présenter les projets de transmission de chacune des 4 branches. Et puis, la combinaison des 4 pour voir le gène organigramme avant, après. C'est sûr que pédagogiquement, ça change tout. Parce que tout d'un coup, tout devient clair. Et même donc, on était quand même 11 autour de la table, dont 7 avocats. Les avocats qui n'utilisent pas trop ce genre de truc étaient contents de voir, en fait, parce que tout d'un coup, ça prend une dimension très concrète. Le visuel, ça aide à se représenter les choses globalement. On a encore 3 petites minutes avant de passer aux questions. Alors, ça tombe bien, c'est la dernière slide. Donc là, je vous ai juste mis des exemples de réappropriation du business model grâce aux ressources du FamilyNest. Donc, je vous ai dit, le FamilyNest, c'est des ressources spécifiques à l'entreprise et à la famille qui permettent d'être dans une démarche assez innovante pour se réapproprier un business model. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, une entreprise qui s'appelle SIL, la société industrielle laitière du Léon, qui s'est trouvée en difficulté au moment de la crise laitière dans les années 80 et qui a redéployé son business model en se disant, finalement, nous distribuons du lait, mais ce qui est important, c'est peut-être pas tant le contenu que le contenant. Et donc, en fait, ils ont utilisé le savoir-faire qu'ils avaient sur le contenant pour distribuer d'autres produits, soupe, jus, etc., etc., ce qui a constitué le socle d'une diversification industrielle dans l'agroalimentaire. Autre entreprise, autre exemple, Catrino, entreprise bordelaise, fondée par des tonneliers, donc savoir-faire dans l'utilisation de bois pour faire des tonneaux, donc, et qui s'est ensuite spécialisé dans l'équipement de gabarres, des bateaux pour transporter, des barges pour transporter les matériaux sur la Gironde. Et de fil en aiguille, ils sont devenus équipementiers en fabriquant des meubles légers et innovants pour équiper les avions d'affaires. Autre exemple, Darôme d'Arégal, entreprise qui était fondée au 19e siècle par des maraîchers, producteurs de simples, c'est-à-dire les simples, c'est les herbes aromatiques,
qui a réinventé son business model à chaque génération. La première génération a inventé un procédé de déshydratation pour commercialiser plus facilement les herbes aromatisées. La deuxième génération a inventé un brevet pour les commercialiser sous forme de surgelés. Et la troisième génération qui assure actuellement la direction de l'entreprise s'est spécialisée dans le marketing du goût. Donc c'est amusant parce que en fait, la première génération, la matière première, la ressource de l'entreprise, c'est la terre. La deuxième, c'est devenu une entreprise industrielle avec un brevet pour faire des surgelés. Et la troisième, c'est dans l'immatériel avec un registre marketing, pour lequel d'ailleurs ils ont eu symbolisé par un prix qui leur a été donné, qui est le prix de l'innovation pour des tisanes surgelées, ce qui est un peu contre-intuitif, mais voilà. Donc tout ça pour dire que en fait, ce qui caractérise les entreprises familiales, c'est ce qu'on appelle leur côté ambidextre. C'est à la fois une grande prudence patrimoniale dont je parlais tout à l'heure, qui vient du fait que c'est l'essentiel du patrimoine de la famille actionnaire, et une audace entrepreneuriale qui se caractérise par cette capacité à réinventer le business model, portée par l'innovation, qui elle-même, évidemment, est facilitée par la vision long terme. C'est plus facile d'innover quand on a une vision de long terme que quand on a une vision de court terme. Voilà. Merci Valérie. Nous avons peut-être des questions dans l'Assemblée ou sur Internet. Pardon. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est très intéressant. Moi, j'ai une question qui concerne le registre fiscal. Vous nous avez présenté le pacte de Trail, vous nous avez également présenté le démembrement. Mais finalement, tout ça n'a qu'un but, c'est de payer moins d'impôts. Quel est le risque que finalement on se fasse retoquer parce qu'on a affaire à ces mécanismes dans le but de payer moins d'impôts? Ah non, mais là, il y a le risque, si c'est bien utilisé, il n'y a pas de risque. Hein. C'est des mécanismes, tout ce qu'il y a de plus légaux. C'est des mécanismes qui sont utilisés depuis 25 ans. Donc, alors, le risque, évidemment, c'est si on les détourne. Mais ils ont été faits pour ça, pour faciliter la transmission. C'est des mécanismes, tout ce qu'il y a de plus légaux. Voilà. Mais méconnus. Merci pour cette présentation. Il y a un aspect qui est frappant dans cette présentation et qui est réel. C'est pour ça que je suis content de le voir. C'est cette confusion entre la rémunération en tant qu'actionnaire et la rémunération en tant que contributeur. Ma question sur deux aspects. Comment est-ce que vous naviguez autour de ça dans vos problématiques de transmission? Et en particulier, quand on parle de stratégie de démembrement et qu'on parle de transmission familiale de parents à enfants, l'exemple que vous avez utilisé à 50% à 60 ans, on parle d'enfants qui, la plupart du temps, vont avoir début trentaine, milieu quarantaine, avec un événement de liquidité à financer qui est quand même de 5 millions. Comment est-ce que vous naviguez autour de ce gap générationnel et la difficulté d'accéder à du financement? Je vais faire, c'est pas une pirouette, hein, mais ça dépend du projet. Parce que justement, non, c'est sincèrement pas une pirouette. C'est justement là où le driver ne doit pas être fiscal. C'est-à-dire que la complexité, c'est de prendre en compte toutes les dimensions du projet. C'est-à-dire la volonté, d'abord la volonté du chef d'entreprise de transmettre tout ou pas. Hein. Est-ce que les autres sont capables de recevoir? Est-ce qu'ils sont autonomes, pas autonomes? C'est une vraie question. On peut avoir des logiques de mentorat. Il y en a peut-être qui ne voudront pas rester. Dans ce cas, est-ce qu'on les rachète? Est-ce qu'on ne les rachète pas? Est-ce qu'on fait venir un investisseur pour racheter ceux qui ne veulent pas rester? Ce qui, évidemment, suppose que l'entreprise est un projet de croissance parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire venir des investisseurs s'ils n'ont pas la perspective de se rémunérer sur une valorisation de l'entreprise et la création de valeur par la croissance. Enfin, voilà. Et donc, en fait, je suis désolée, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de meilleure réponse que celle de construire un projet, c'est-à-dire d'assembler toutes les briques, y compris la brique psychologique dont je parlais. C'est-à-dire la personne qui transmet, est-ce qu'elle a bien conscience de la différence entre
justement ce triptyque de la gouvernance? Est-ce qu'on va mettre en place, dans l'exemple dont je vous parlais hier, là par exemple, typiquement, il n'y a pas d'instance de gouvernance. Par exemple, hier, à la faveur de ce que j'ai entendu dans la réunion, je dis mais ce serait peut-être pas mal de mettre en place un comité de gouvernance actionnariale. Parce qu'on voit qu'il y en a qui voudront de la liquidité. Donc il faudra bien qu'il y ait une instance, ils vont créer des holdings patrimoniales. Donc on va vouloir conserver l'intuitu personnel au sein des holdings patrimoniales. Il faut que quelqu'un vérifie que les statuts n'offrent pas d'échappatoire par rapport à ça. Il va y avoir une bourse de liquidité. On va ouvrir annuellement des fenêtres de liquidité. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reçoive les offres de ceux qui veulent vendre et de ceux qui veulent acheter et qui fassent le match. Donc là, par exemple, typiquement, je dis tiens, ce serait peut-être intéressant d'avoir un comité de gouvernance actionnariale. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Il n'y a pas de solution de principe, il n'y a que des solutions adaptées à des projets. Merci beaucoup Valérie. Le temps est écoulé, mais nous sommes à votre disposition pour poursuivre les échanges si nécessaire. Et vous avez nos coordonnées sur le site. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Au revoir.